À l'une de l'actualité, zoom sur les œuvres sociales du président de la transition qui alloue les 2/3 de son fonds de souveraineté au bien-être des Maliens. En 2024, beaucoup a été fait dans ce sens, vous le verrez au cours de ce journal. Rencontre de cohésion entre les communautés de la région de Taoudéni, une initiative du ministère en charge de la réconciliation. Pendant 3 jours, les filles et fils de la région de Taoudéni discuteront pour une paix durable. Et nous parlerons également dans ce 20h de l'ouverture de la chambre de commerce de Fujian au Mali. Ainsi, la coopération entre le Mali et la Chine se renforce et c'est pour faciliter l'intégration des entrepreneurs chinois et maliens. Mieux vaut tard que jamais, tous mes voeux de bonheur pour 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. C'est ce vendredi que s'est tenu le premier conseil des ministres de l'année au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et c'est Mahamadou Koné qui nous livre ce soir le contenu du communiqué du conseil des ministres. Il nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir Mahamadou Koné. Bonsoir Khadijatou, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction et de réhabilitation du système de drainage de Ndebougou. B. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de réhabilitation du casier de Ndebougou 4, N29 à N217. Le marché relatif aux travaux de construction et de réhabilitation du système de drainage de Ndebougou est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement China Zonghao Limited, Zonghao Construction Ingénierie Outre-mer Mali SARL pour un montant de 5 milliards 250 767 354 francs CFA hors taxes et un délai d'exécution de 16 mois hors saison des pluies. Pour ce qui concerne l'exécution des travaux de réhabilitation du casier de Ndebougou 4, N29 à N217, le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises Général Mamadou Konaté, entreprise Abdoulaye Diawara, pour un montant de 5 milliards 420 144 300 francs CFA hors taxes et un délai d'exécution de 16 mois hors saison des pluies. La réalisation de ces travaux contribuera à l'augmentation de la production agricole des petits agriculteurs de Ndebougou dans la zone Office du Niger et à l'utilisation du potentiel économique de l'irrigation pour une agriculture durable, rentable et une sécurité alimentaire accrue. 2. Sur le rapport du ministre de l'Agriculture, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. L'agriculture occupe environ 80% de la population active au Mali. Elle est pratiquée d'une manière extensive par des exploitations familiales rurales avec un rendement qui ne couvre pas les besoins alimentaires de la population et reste tributaire des aléas climatiques. Pour faire face à la baisse de la pluviométrie, à la dégradation prononcée des infrastructures et aux besoins nouveaux d'extension des périmètres, le gouvernement a entrepris de vastes chantiers d'aménagement des terres agricoles pour leur mise en valeur tout en consolidant les acquis des projets déjà exécutés et ceux en cours dans le secteur agricole. C'est dans ce cadre qu'un accord a été signé avec les partenaires pour la création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. L'objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines à travers la mise à disposition des périmètres aménagés rizicoles et maraîchers à des taux de redevance abordables et des intrants agricoles de qualité à moindre coût. Le projet de texte adopté crée pour une durée de 5 ans le projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou en le dotant en personnel nécessaire. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg.gouv.sn.
mali.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications. 1. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres de la tenue d'un atelier sur le renforcement de la communication gouvernementale. La communication gouvernementale consiste à mettre à la disposition des citoyens et d'autres acteurs des informations crédibles valorisant l'action gouvernementale. Dans le but de répondre de façon efficace et efficiente aux besoins des populations et pour faire face au terrorisme médiatique qui frappe les pays de la Confédération des États du Sahel, il est envisagé d'organiser un atelier sur le renforcement de la communication gouvernementale qui a pour objectif, entre autres, de sensibiliser les membres du gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la communication, en particulier dans un contexte de guerre informationnelle, de créer un cadre de collaboration harmonieux entre les acteurs de la communication gouvernementale et tout l'écosystème de la communication, d'élaborer des outils pour rendre la communication gouvernementale plus fluide et plus cohérente. L'atelier, qui s'inscrit en droite ligne de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, regroupera les acteurs de la communication gouvernementale et les médias. 2. Le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la dissolution des organes de la Chambre des mines du Mali et la mise en place d'un collège transitoire. La Chambre des mines du Mali est une organisation consulaire créée par l'ordonnance numéro 2018-021-PRM du 8 août 2018. Elle a pour mission l'organisation et la représentation des personnes physiques et morales exerçant dans les différentes branches professionnelles d'activité. La première élection consulaire, qui s'est déroulée en 2010, a mis en place un bureau national composé de 7 membres pour un mandat de 5 ans. À la fin du mandat de cette première assemblée consulaire en 2016, il est intervenu des difficultés dans l'organisation et la tenue des élections liées aux insuffisances des textes. Le ministre des Mines a, par l'arrêté numéro 2016-0445 MMSG du 15 mars 2016, procédé à la prorogation du mandat des organes de la Chambre des mines conformément à l'article 44 du décret numéro 2016-112 PRM du 2 mars 2016 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Chambre des mines du Mali. Aussi, l'audit institutionnel du ministère des Mines et de ses services rattachés, mené en 2016, a recommandé de restructurer la Chambre des mines pour en faire une institution représentative, légitime et efficace du secteur, capable de proposer des idées et d'être partenaire de l'État dans la mise en œuvre de ses politiques. Le non-renouvellement du mandat des organes a des conséquences sur le fonctionnement de la Chambre des mines. C'est pourquoi le département a entrepris des consultations en vue de la relance du processus de renouvellement des organes. De ces consultations, il ressort que des conditions nécessaires à la tenue d'élections sereines et crédibles ne pourraient être réunies avec le bureau en place. Selon les dispositions de l'ordonnance du 8 août 2018, en cas de non-tenue des élections ou de violation de la loi, la dissolution des organes de la Chambre des mines est prononcée par décret pris en Conseil des ministres et un collège transitoire est mis en place. Le collège transitoire qui sera mis en place aura pour mission la gestion des affaires courantes de la Chambre des mines jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. 3. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2024-2025 et de l'ouverture officielle du centre de formation professionnelle de Sikasso. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a procédé le 27 décembre 2024 à Sikasso au lancement de la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2024-2025 et à l'ouverture du centre de formation professionnelle de Sikasso. La cérémonie a enregistré la participation effective des autorités politiques et administratives de la région de Sikasso, des directeurs des centres publics et privés de formation professionnelle, du représentant des fêtières des centres de formation professionnelle,
des bénéficiaires et des services techniques centraux et déconcentrés du département. Après l'ouverture du centre de formation professionnelle, le ministre a eu une séance de travail avec les responsables régionaux et locaux des structures relevantes de son département afin de recueillir leurs préoccupations et de partager avec eux les orientations et les axes de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, en ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration du système éducatif et l'apaisement du climat social. 4. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres du résultat de l'opération de cession directe du reliquat des 12 566 logements à Bamako. Le protocole d'accord et la convention de refinancement signée dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration des dettes de l'Office malien de l'habitat ont recommandé la cession directe de 1200 logements au prix coûtant en vue d'équilibrer le plan de financement. L'opération de cession des logements qui s'est déroulée du 8 juillet au 9 août 2024 a enregistré un total de 1947 demandes réparties entre les différents types ainsi qu'il suit. 672 demandes pour les logements de type F3, 1234 pour les F4 et 41 demandes pour les F5. À la suite des travaux de la commission mise en place à cet effet, 1521 demandeurs ont été retenus. Ces demandes se répartissent comme suit. 485 demandes pour les logements de type F3, 1014 pour les logements de type F4 et 22 demandes pour les types F5. Au total, 1978 logements sociaux composés de 761 logements de type F3, 1167 de type F4 et 50 de type F5 sont attendus. Les attributions se feront en 3 phases. La première phase, qui concerne 882 logements, aura lieu le 10 janvier 2025. La deuxième phase, avec 478 logements, se déroulera en mars 2025. La troisième phase, comprenant 618 logements, aura lieu en juillet 2025. 5. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres des conclusions de l'atelier des experts des ministères chargés de la communication et des TIC de la Confédération des États du Sahel, tenu du 27 au 29 décembre 2024 à Bamako. Cet atelier, qui fait suite au lancement des travaux d'élaboration de la stratégie de communication de la Confédération des États du Sahel, avait pour objectif de valider les propositions de charte graphique, de faire découvrir au public le logo de la Confédération AES, de procéder au lancement officiel de la plateforme numérique de Web TV de la Confédération, de finaliser le document relatif à la création de la chaîne télé et de la radio de la Confédération. Cette initiative a pour objectif global de renforcer la communication institutionnelle et la diplomatie publique de la Confédération des États du Sahel. À l'issue des travaux, les experts ont formulé plusieurs recommandations afin de garantir la mise en œuvre efficace et durable de la Web TV et proposé 3 logos parmi lesquels un a été approuvé par les chefs d'État de la Confédération. Le logo a été officiellement lancé le 30 décembre 2024 et de façon synchronisée par les médias publics des 3 États, marquant ainsi une étape cruciale dans l'harmonisation des outils de communication et la consolidation de l'identité visuelle de la Confédération des États du Sahel. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment A. par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, B. par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadijatou, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce 3 janvier 2025. Merci bien, Mahamadou Koné.
Suite de ce journal, et nous allons faire un zoom sur les œuvres sociales du président de la transition. Pour rappel, le chef de l'État, à son investiture, a décidé d'allouer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux actions humanitaires pour le bien-être des populations. En 2024, les couches démunies ont été soutenues grâce à ces œuvres sociales. Aussi, pour la gestion des inondations qui ont frappé notre pays pendant l'hivernage passé, le président de la transition a mis des mesures en place pour circonscrire les conséquences des inondations. Pour cela, l'état de catastrophe nationale a été décrété. Retour sur le volet social et la gestion des inondations en 2024 avec Al-Jumatina. En 2024, notre pays a été sérieusement secoué par les effets du changement climatique marqué par des pluies diluviennes pendant l'hivernage. Ces pluies ont provoqué des inondations qui ont énormément affecté les populations. Ainsi, plusieurs endroits du pays ont été inondés, causant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Ces inondations aussi ont occasionné encore des pertes de vies humaines par suite de ces inondations. Qui a totalisé à peu près 10 309 personnes sinistrées. Nous sommes au mois d'août déjà et dès l'entame de la saison, nous cessons d'informer nos populations, d'alerter les populations par rapport au risque d'inondation. Nous aurons de la pluie jusqu'au mois de novembre. Nous entamons la phase pic présentement. La nécessité d'agir plus vite au plus haut niveau de l'État était plus que jamais attendue. C'est ainsi que le chef de l'État va décréter l'état de catastrophe nationale. Une mesure de grande portée qui en appelle également à une mobilisation générale. Le président de la transition a instruit de prendre un décret déclarant l'état de catastrophe nationale, qui est une décision très importante, une décision politique très importante, qui peut nous autoriser à mobiliser tous les moyens de l'État dans le cadre de l'assistance et de la protection des personnes face à ces différentes catastrophes. Et la deuxième grande décision prise, le président de la transition a mis à la disposition du gouvernement 4 milliards au profit du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes pour prendre en compte certains besoins très urgents. Et parmi les mesures urgentes prises, la poursuite de la sensibilisation sur les risques d'inondation, l'interdiction formelle d'attribution des parcelles à usage d'habitation dans les zones à risque, le curage des collecteurs, des caniveaux et des jonctions des voies d'écoulement d'eau, sans oublier la mobilisation des fonds pour apporter assistance aux victimes et renforcer le stock national de sécurité. Le commissariat à la sécurité alimentaire ayant participé à cette opération à hauteur de 279 tonnes sur l'ensemble du cercle de Bla, et la commune de Bla a été concernée pour 49 tonnes qui ont été immédiatement acheminées. Et cet apport-là vient accompagner pendant 48 heures le temps que les autres partenaires mettent en place tout ce qui est non-vivre. Pour s'assurer du bon fonctionnement du centre de coordination et de gestion des crises qui était activé déjà en mode crise par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, après avis du Premier ministre, le président de la transition effectue une visite au Sekojek. Objectif, évaluer la situation d'inondation à travers le pays. Je voudrais, à travers cette visite, féliciter et encourager de vive voix tous les hommes et femmes qui opèrent dans des situations extrêmement difficiles pour secourir et assister nos concitoyens. Je voudrais, à cet effet, comme quelques cas d'inondation ont enregistré des pertes en vies humaines, et profiter de cette occasion et présenter mes condoléances aux familles éprouvées et surtout souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi saluer la bonne coordination entre les départements ministériels et les demander à plus de détermination et d'engagement pour relever ces défis. Autre volet, les œuvres sociales. Il s'agit là de la mise en œuvre de l'engagement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à soulager les personnes démunies. Ces œuvres se sont poursuivies. L'implantation des fourrages et des remises des kits alimentaires ont été intensifiées à travers le pays, surtout pendant le mois béni de Ramadan, avec l'opération Sunkalo Solidarité. Bon nombre d'établissements ont obtenu des kits scolaires, ainsi que du matériel informatique. On a inauguré plein de fourrages dans les écoles. Aujourd'hui, en plus de l'inauguration des fourrages, le président de la transition a décidé de remettre 5 ordinateurs à chaque fourrage. C'est-à-dire, là où on a inauguré,
les fourrages dans les écoles, le président de la transition a décidé de donner 5 ordinateurs et 10 dictionnaires. Donc c'est traduire son engagement envers l'école malienne en général et les démunis. L'initiative du chef de l'État s'est traduite aussi par plusieurs autres œuvres sociales, rénovation, construction et équipement d'école. Avant, il y avait des pénuries d'eau chez nous, à Kula Sukura. On partait chercher de l'eau jusqu'au fleuve. Grâce à ces forages du président Assimi Goïta, nous n'avons pas ce problème. Que Dieu bénisse Assimi Goïta, que Dieu bénisse le Mali. Des quantités importantes de vivres ont été aussi offertes à la région de Kidal pour favoriser le retour des déplacés. Les œuvres sociales du président de la transition sont une bénédiction pour les familles vulnérables. Qu'il reçoit notre reconnaissance car, au-delà de Takalot, nous avons vu les mêmes gestes à Kidal, à Nefif, à Djelhokiyar, à Tessalit et aujourd'hui à Takalot. Juste un mot, merci. Clin d'œil a été fait également aux ménages réfugiés maliens, burkinabés et nigérians résidant au Burkina Faso. Autre action humanitaire multiforme du président de la transition, c'est l'installation des panneaux solaires sur les ponts Fad et Martyr jusqu'à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour renforcer les éclairages publics. Les œuvres sociales se diversifient. Le président de la transition veut apporter son aide aux Maliens en général et des usagers des riverains de ces deux axes. Apporter un peu de commodité au Bamako en général. Aider aussi EDM parce qu'il n'y a pas longtemps, on a remis 25 groupes à EDM, toujours dans le cadre des œuvres sociales. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de l'installation de ces lampadaires solaires. Les œuvres sociales vont continuer. Le chef de l'État a agi également pour renforcer le niveau du plateau technique des structures de santé. Le président, à travers les œuvres sociales, a voulu traduire son engagement, son patriotisme par la remise de matériels médicaux aussi CCRF de Bamako et d'autres centres à l'intérieur. Tout ça, c'est l'engagement du président de la transition à travers les œuvres sociales pour montrer sa solidarité. La manifestation de la solidarité, voire le patriotisme du président de la transition, a aussi touché les personnes vivant avec un handicap, notamment l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées du district de Bamako, qui bénéficient des tricycles pour faciliter la mobilité. Bref, les œuvres sociales multiformes du chef de l'État n'ont pas faibli en 2024. Mieux, elles ont contribué à renforcer davantage la cohésion sociale ainsi que la solidarité agissante qui fait partie des valeurs cardinales de notre pays. Autre titre de ce journal, les communautés de la région de Taodéni ont répondu à l'initiative du ministère de la Réconciliation. Il s'agit de la rencontre de cohésion entre les différentes communautés de la région de Taodéni. Cette rencontre de 3 jours a pour objectif de créer la confiance et la cohésion entre les fils et les filles de la région de Taodéni. Chérifou Moulaye Aïdara. Placée sous la présidence du ministre de la Réconciliation, cette rencontre a enregistré la présence de toutes les sensibilités de la région autour du sujet « Comment restaurer la cohésion entre les fils et les filles de la région ». Cette rencontre que j'ai demandée, que j'ai obtenue, me permet en tant que ministre de la Réconciliation d'atteindre des objectifs ultimes qui sont tout simplement le développement d'une région, le développement de la région de Taodéni. L'objectif ultime pour atteindre le développement, et ça doit se faire avec toutes les populations de Taodéni qui sont à l'intérieur de Taodéni, qui sont à l'extérieur de Taodéni, qu'on va demander à venir et qui sont avec l'État. Depuis déjà 4 ans, votre département s'est attelé à un patient travail de recomposition et de rénovation du tissu social, sachant bien que la paix et la réconciliation sont une quête de tous les jours et qui demeure une question éternelle. Le gouverneur de la région rassure de sa détermination à faire de cette opportunité un véritable déclic vers une paix durable au profit de toutes les communautés. En tout état de cause, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité entière à accompagner toutes les initiatives
s'inscrivant dans la promotion du vivre ensemble et de la réconciliation entre toutes les communautés, gage de stabilisation et de développement de la région. Pour la réussite d'un tel cadre, le ministre Ouagué a insisté sur la sincérité et l'inclusion dans les échanges. Je veux que ce soit des discussions sincères, des discussions honnêtes, des discussions constructives, dans la complémentarité, dans le respect, dans la reconnaissance de l'État, pour qu'on puisse envisager les questions de développement. Le ministère de la Réconciliation a en charge la question du retour des communautés. Voilà pourquoi je compte beaucoup sur les responsables ici présents pour aider à faire retourner leur communauté. Ces échanges qui dureront 3 jours permettront de dresser des recommandations pour solutionner les blocages qui entravent le développement et la cohésion sociale entre les communautés de la région. Nous restons dans le nord du pays et nous nous rendons à Tombouctou pour parler toujours de réconciliation. Sur place, le Haut Conseil Berabiche de Tombouctou et de Taoudéni a tenu son 2e congrès ordinaire, une occasion pour les participants de reconduire Mohamed Tahar Ould Aladji pour la continuité des actions en faveur de la paix et de la réconciliation des communautés. Nous restons avec Chirfou Moulay Aïdara pour le reportage. Qui veut aller loin ménage bien sa monture. Le Haut Conseil Berabiche de Tombouctou et Taoudéni s'inscrit dans cette logique par la tenue de son 2e congrès. Un congrès à l'issue de laquelle la communauté Berabiche renouvelle sa confiance à Mohamed Tahar Ould Aladji en le reconduisant au poste de président pour un mandat de 5 ans. Sachez que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de tranquillité. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. Et sachez que le gouvernement du Mali, sous le leadership du président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, a tout fait, je le répète, a tout fait à la communauté Berabiche pour que vous puissiez vous développer, pour que vous restiez stable, pour que vous développez, pour que vous participez à la prise de décision, pour que vous restiez chez vous et pour que vous puissiez bénéficier de tous les services sociaux de base dans la dignité, la fraternité et surtout dans la souveraineté. Ce congrès a mobilisé l'ensemble des chefs de village, des fractions et de tribus qui sont venus exprimer leur soutien à la réconciliation et à la paix dans ces 2 régions. Sa générosité a fait de lui quelqu'un de très populaire, engagé, mais surtout ce qu'on retient de l'homme, c'est son amour pour sa patrie, le Mali. Sur cette note, je vous demande tous d'être le porte-parole de la paix, de la sécurité et d'aider. Il faut aider les forces d'armée et de sécurité, il faut aider le gouvernement, il faut aider la transition, il faut aider l'AES pour que vous puissiez nous épanouir, pour que vous ayez la souveraineté, la dignité et que vous soyez en paix chez vous. Ce congrès est un espace d'échange qui a permis aux membres et les communautés alliées d'affirmer la mutualisation de leurs efforts pour œuvrer en faveur du Mali uni et réconcilié avec tous ses enfants. À Ber, dans la région de Tombouctou, le chef d'état-major de la garde nationale a passé le réveillon avec les éléments qui y sont basés. Il les a félicités avant de s'imprégner de leurs conditions de vie et de leur travail. Le temps fort avec Idrissa Goulou Sissoko. En visite dans la région de Tombouctou, le chef d'état-major de la garde nationale a passé la nuit de fin d'année avec les éléments basés à Ber. Objectif, rehausser le moral de la troupe et les féliciter pour leur engagement de plus d'1 an, émaillé par plusieurs succès sur l'ennemi. Cette visite a stimulé et boosté le moral de la troupe par la justesse des réponses données par le chef d'état-major de la garde nationale. En tant que commandant GTI Scorpion, je ne peux qu'en être fier par le travail abattu par mes collaborateurs directs ainsi que leurs hommes qui ont pu tenir et supporter avec résilience. Je profite également pour souhaiter mes vœux pour le meilleur an, pour un Mali uni et paisible, pour une armée forte et unie, et aussi
que les âmes de nos disparus reposent en paix. Cette visite s'inscrit dans le cadre des directives données par la hiérarchie militaire, à savoir être au plus près des hommes en opération en vue d'instaurer une efficacité dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Conformément à la vision stratégique et les directives opérationnelles du chef d'état-major général des armées, nous pouvons sans doute être confiants et se réjouir que 2025 sera une année de plus de souveraineté à travers l'exercice de la défense régalienne des intérêts du Mali. Au cours de sa visite, il a remis les nouveaux galons à certains éléments qui se sont distingués par leur bravoure sur le théâtre des opérations. Actualité régionale toujours, à Gao s'est tenue la rencontre du comité régional de pilotage, de coordination et de gestion des sites des déplacés de la région. Un véritable cadre d'échange entre les différents acteurs concernés. Reportage à Idrissa Maïga. Échanger sur la situation des personnes déplacées internes dans la région de Gao, c'est l'objectif de la rencontre du comité régional de pilotage, de coordination et de gestion des sites des déplacés de Gao. Il s'agissait quand même de présenter les données des personnes déplacées internes dans la région de Gao, enregistrées biométriquement, et les défis, les perspectives, et voir qu'est-ce qu'on veut faire à l'endroit de ces personnes déplacées en termes de solutions durables. Ça a été un lieu quand même de se prononcer et de profiter de dire aux services techniques également ce qu'ils comptent faire pour l'année 2025. Une présentation sur la situation actuelle des déplacés internes de Gao et une autre sur la Cité de l'Espoir, Nata, ont marqué cette rencontre entre les responsables des services techniques de l'État et partenaires impliqués. Si on regroupe les personnes déplacées sur un même site, on peut faire des forages, des écoles, des centres de santé pour permettre la gestion. Donc on a expérimenté avec le HCR, avec ses partenaires, et ça a été une réussite. Le partenaire veut encore approfondir en construisant d'autres maisons. Donc c'est le lieu vraiment de remercier le HCR. Pour l'année 2025 qui débute, l'État et ses partenaires vont conjuguer les efforts afin d'apporter des solutions aux besoins des personnes déplacées de la région de Gao. Parlons également de cette journée de nutrition, édition 2024 de la Croix-Rouge malienne. Cette initiative de la Croix-Rouge malienne vise à faire la promotion de la consommation de nos aliments locaux, un moyen adéquat et résilient de lutte contre la malnutrition. Le reportage de Djemba Moussa Konaté. Des 25 villages d'intervention du projet répartis en 5 groupes de femmes. Cette journée vise à sensibiliser le maximum sur l'utilisation, la promotion et la valorisation de nos aliments locaux comme moyen adéquat de prévention contre la malnutrition. L'objectif est de réunir l'ensemble des 25 villages que le projet couvre pour informer davantage, comme je l'ai dit, les communautés par rapport à la promotion, à l'utilisation et à la valorisation des aliments locaux de base comme moyen de prévention, comme moyen adéquat et plus résilient dans la lutte contre la malnutrition. Pour les partenaires techniques, cette activité contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais également à éliminer la malnutrition. Qui dit nutrition, dit bonne santé. Surtout, c'est la transformation de nos produits locaux. Donc ça, c'est à vil prix. L'appel que j'ai aux femmes allaitantes, nos sœurs, nos tantes, et on les invite à adopter, c'est-à-dire l'alimentation à base de nos produits locaux pour vraiment lutter contre ce fléau qui est la malnutrition chez nous. Au cours de la cérémonie, les 5 groupes de femmes en compétition ont fait une démonstration nutritionnelle. Le premier groupe, qui a présenté les recettes sur la bouillie de pain de singe, a emporté le premier prix, suivi du groupe 2 qui a démontré à l'assistance comment on fait la bouillie à la pâte d'arachide, et le groupe 3 a présenté la purée de courge. Les lauréates ont eu des kits d'assainissement plus des enveloppes symboliques. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un habitant de Bayan, dans la commune de Narina, dans le cercle de Kangaba, accuse l'exploitation minière Indigold Mining de ne pas le dédommager en bonne et due forme, alors que selon les responsables de la mine, il n'en est rien. La société a dédommagé les plantations touchées par l'activité minière à plus de 300 millions de francs CFA. Le gouverneur de la région de Koulikoro a dépêché une équipe sur place pour se rendre à l'évidence. Boubacar Sissoko et Amadou Tchokari. Voilà, mani yasi malu autorité bala jelema
Cette vidéo est une intox. Elle est loin de la vérité sur l'exploitation minière de la société indienne Indigold Mining. Cette petite industrie dispose de son permis d'exploitation délivré par l'État depuis 2021. Plus de 300 millions de francs CFA à titre de dédommagement ont été payés aux agriculteurs du hameau de culture de Bayan dans la commune de Narena. On a commencé d'abord par payer les compensations, plus de 300 et quelques millions. Je les reçus et tout. Donc c'est dans ce cadre-là que ce monsieur, arrivé à son champ, il a posé le problème. On dit non, nous on ne vient pas pour acheter ni pour louer. Nous venons pour une exploitation minière temporaire. Et après l'exploitation, l'État exige de nous de refermer les trous avec les eaux et forêts, de procéder à de nouvelles plantations d'arbres. Les autorités coutumières témoignent que la société a honoré tous ses engagements vis-à-vis des habitants. C'est le gouvernement qui a délivré le permis d'exploitation à la société minière. Je constate que les gens les insultent. Même nous, les chefs coutumiers, nous ne sommes pas épargnés. La compensation de la plantation touchée par les travaux s'élève à une somme de 10 millions de francs CFA, disponible à la mairie. Le bénéficiaire estime qu'il lui faut 200 millions de francs CFA. Je gagne 1 million par an. Je demande donc 200 millions de francs CFA. Avant de venir sur le terrain, on interpelle la personne intéressée. Donc, les cas qui nous concernent ce matin, c'est le champ d'une connaissance. Il n'a pas voulu prendre son argent parce que lui-même, il est contre l'activité des Chinois. Je suis désolé de constater sur les réseaux sociaux qu'un certain Bala Keita, animateur de Malenicho ici à Narena, qui n'est pas propriétaire de parcelles à Bayan, donc qui se réclame propriétaire en question. Face à cette dimension à l'encontre des autorités, sans preuve, le propriétaire du champ en question s'appelle Lamine Keita. Plusieurs producteurs agricoles ont témoigné qu'ils ont été bel et bien dédommagés par la société Indigold Mining. L'APIDEV, Association pour le programme intégré de développement, vient de remettre des prix à 36 apprenants au niveau des caps de Massina et Nyono. Ils ont été choisis parmi 575 apprenants. Reportage Amidou Diallo et Issaba. L'APIDEV, Association pour le programme intégré de développement, prime les meilleurs apprenants de la SASAP, stratégie de scolarisation accélérée par passerelle au niveau des caps de Massina et Nyono en 4e région. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de son projet Éco-Prédit, accès à une éducation inclusive de qualité pour les enfants touchés par la crise et promouvoir un environnement d'apprentissage protecteur dans la région de Ségou. Ce projet a permis la mise en place de 20 centres relevant de la stratégie de scolarisation accélérée par passerelle SAP. Les résultats obtenus sont remarquables. 36 apprenants, dont 21 filles et 15 garçons, se sont distingués par une moyenne exceptionnelle de 9 sur 10. Ces meilleurs apprenants sont évalués par les caps de leurs localités respectives. Nous demandons à l'APIDEF et à ses partenaires la poursuite des efforts pour la scolarisation et le maintien des enfants à l'école au Mali. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux bailleurs de fonds ECO, à l'UNICEF, à l'ONG APIDEF et à l'ensemble de ses partenaires pour leur travail exceptionnel dans la mise en œuvre de ce projet. Des kits scolaires et des attestations sont remis à ces apprenants pour inciter d'autres à emboîter leurs pas. À présent, le contenu de ce communiqué, les travaux du projet d'aménagement en 2x2 voies de la section de la RR9 de la bretelle d'accès au point G de 7 km de voirie à Kati et de la section rond-point GMS Samé-Kati à Bamako et à Kati ont été autorisés et déclarés d'utilité publique par le décret numéro 2024
0185 PTRM du 27 mars 2024. Dans le cadre de l'exécution des travaux, les ministres invitent les personnes dont les kiosques, hangars, aires de lavage, points de vente, aménagements et panneaux situés dans l'emprise et les servitudes de la route et à les déplacer dans les plus brefs délais. Les personnes dont les biens et investissements sont affectés par l'élargissement des tronçons en projet à prendre attache avec la Commission nationale d'indemnisation domiciliée au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines et de l'Aménagement du territoire et de la population, cité administrative bâtiment numéro 4, pour la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation. Le Mali et la Chine renforcent davantage leur coopération avec l'ouverture officielle de la Chambre de commerce de Fujian au Mali. Il s'agit de faciliter l'intégration des entrepreneurs chinois et maliens. Reportage Youssouf Diakité et Mohamed Sidibé. Les partenariats Chine-Mali se renforcent chaque jour. L'ouverture officielle de la Chambre de commerce de la province de Fujian au Mali ce mardi 2 janvier 2025 est une parfaite illustration de cette dynamique coopération. C'est surtout pour faciliter l'intégration des entrepreneurs chinois et maliens. La création de cette chambre au Mali ici, c'est une belle opportunité pour les Maliens et puis pour les Chinois aussi également. Donc tout ce que nous pouvons dire, les Maliens et les Chinois, désormais le cadre est créé pour travailler ensemble, main dans la main, et pour le développement de cette coopération commerciale entre le Mali et la Chine. La présidente de la Chambre de commerce de Fujian au Mali se réjouit particulièrement de l'aboutissement de cette initiative. À nos collègues des chambres de commerce du Fujian dans d'autres pays pour leur vœu et aux associations voisines pour leur entraide et leur bienveillance. Je remercie également tous les membres de la Chambre pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour m'avoir élu. L'acquis le plus important de nos relations bilatérales est sans nul doute la rencontre historique entre les deux chefs d'État en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Pékin. Cette décision va donner une impulsion à nos collaborations gagnant-gagnant sur tous les plans. La cérémonie était parrainée par le conseiller spécial du président de la transition qui estime que c'est une façon de contribuer à la dynamisation de l'économie nationale. La valeur ajoutée, c'est du transfert de compétences, ce qui est extrêmement important. C'est la participation des entreprises maliennes à ces savoir-faire chinois, à absorber les investissements ici. Les réflexions, disent-ils, vont se poursuivre pour davantage créer d'opportunités au bénéfice des deux peuples chinois et maliens. Et cette cérémonie de récompense à la HAC, autorité de la communication, 8 membres du collège reçoivent des distinctions. 3 sont élevés au grade de chevalier de l'ordre national du Mali et 5 ont reçu la médaille de mérite nationale avec effigie abeille. Fadema Keita. Madame Maïmouna Ndiaye, au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Au nom du président de la transition, nous vous conférons la médaille du mérite national avec effigie abeille. Les tâches confiées aux 8 membres du collège de la HAC, haute autorité de la communication, au titre de l'année 2024 sont exercées avec rigueur et patriotisme. Des distinctions de la nation leur sont décernées afin de récompenser leurs mérites par le président de la haute autorité de la communication et le grand chancelier des ordres nationaux du Mali. C'est donc avec fierté et beaucoup d'humilité, Monsieur le Président, que nous portons ces médailles, signe de reconnaissance de notre mérite et surtout comme un message d'encouragement à faire encore mieux. La joie et la satisfaction morale qu'elles nous procurent sont à la dimension de notre engagement à continuer de servir avec loyauté et dévouement notre patrie. Le choix des récipiendaires distingués n'est pas fortuit. Ils ont répondu à des critères bien définis. Vous avez su faire preuve d'une grande compétence, d'intégrité et d'assiduité dans l'exercice de vos missions. À l'endroit de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être décorés cette année, je voudrais les rassurer qu'ils n'ont nullement démérité. Ils ont tous participé activement à l'effort collectif
couronnés par les présentes distinctions. Seules les contraintes de quotas nous ont empêchés d'intéresser tous les méritants, mais qu'ils se disent que ce n'est que partie remise. La HAC, Haute Autorité de la Communication, délivre des autorisations de création, d'installation, d'exploitation des services privés de communication audiovisuelle conformément à la réglementation en vigueur. Elle peut aussi suspendre et retirer temporairement ou définitivement ces autorisations. Elle est aussi habilitée à prononcer des sanctions non pénales à l'encontre des radios et télévisions privées coupables des manquements aux obligations définies par les textes en vigueur. Elle a aussi pour mission de garantir et de protéger la liberté d'information et de communication. Les acteurs en charge de l'autonomisation des survivantes de VBG sont en conclave à Banankoro, à une vingtaine de kilomètres de Bamako, et c'est pour présenter officiellement le document de la stratégie sectorielle pour la réinsertion socio-économique des personnes survivantes de violences basées sur le genre au Mali. Reportage Inaba et Sidiki Balo. Les violences basées sur le genre continuent de constituer une entrave majeure à l'autonomisation des femmes. Pour relever ce défi, le département en charge de la promotion de la femme a élaboré un document stratégique sectoriel pour la réinsertion socio-économique des survivantes de VBG. Nous avons une panoplie d'activités par AGR. D'abord, quand on va les identifier, on va les demander de choisir un corps de métier. Après, elles seront formées sur le corps de métier pendant une période de 3 mois à 6 mois. Après, nous allons les donner un kit. Les kits sur la base du corps de métier choisi. Après, nous allons les donner un fonds de roulement pour les accompagner aussi. Et nous allons les installer. Si nous suivons tout le processus, nous savons que c'est à ce niveau de réinsertion socio-professionnelle qui renforcera sa résilience. La rencontre de 2 jours vise à présenter officiellement le document de la stratégie sectorielle pour la réinsertion socio-économique des survivantes de VBG aux acteurs de Koulikoro et du district de Bamako. Cette cérémonie marque non seulement le lancement régional de cette stratégie sectorielle, mais également un appel à l'action pour que chacune et chacun de vous, ensemble, nous devons renforcer notre collaboration, mobiliser davantage des ressources et poursuivre sans relâche nos efforts pour que chaque personne survivante de VBG retrouve sa dignité, son autonomie et sa place dans la société. Pour mieux prévenir et lutter contre les VBG, le gouvernement du Mali, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en place des services spécialisés dénommés One Stop Center. Ces centres sont destinés à la prise en charge médicale, psychosociale, sécuritaire, juridique et judiciaire des victimes. Ouverture des travaux de l'atelier de présentation des résultats de l'étude de faisabilité pour une plateforme numérique à télémédecine intégrée en santé maternelle et néonatale. L'objectif est de partager les informations relatives à l'initiative avant de passer à sa validation. Reportage à Youssouf Diakité et Toumani Diabaté. Présenter et partager les informations relatives à la matérialisation du projet Télésanté numérique, c'est l'objectif principal de cet atelier organisé par l'Office national de la santé et de la reproduction. Il s'agit de présenter les activités innovantes choisies telles que la télééchographie et la dématérialisation du partogramme pour l'amélioration de la santé et de la reproduction. L'étude de faisabilité nous a montré que ce qui est envisagé est bien faisable parce qu'il s'agit d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la santé maternelle et infantile. La motivation du ministère de la Santé et du Développement social à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, c'est de rapprocher davantage les services de la santé de la population. Ce projet, qui est un projet révolutionnaire, qui va connecter les matrones, les sages-femmes, les médecins, qui va révolutionner la régulation médicale d'urgence, que ce projet puisse voir largement le jour. C'est le lieu et le moment de remercier l'expertise de CERTES, qui réellement a fait une très bonne étude et que sur la base de ces études, nous sommes en train de rentrer vivement dans la réalisation de banquets d'amour. Pour la matérialisation du projet Télésanté numérique, l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO a joué un rôle capital.
AES Actualité au Niger, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, a reçu en audience une délégation des présidents de plusieurs associations des IMA du Niger et d'Afrique. La question de la vie de la nation était au centre des échanges, nous signalent nos confrères du Niger, Aïchatou Bawa et Askou Djibrila. Dans sa série de rencontres avec les forces vives de la nation sur les questions d'intérêt national, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani, s'est entretenu cet après-midi du jeudi 2 janvier 2025 avec une forte délégation des présidents de plusieurs associations des IMA du Niger et d'Afrique. Cette situation que les Français nous ont mis dedans, c'est dans cette optique que nous sommes venus rencontrer le président pour barrer le chemin aux malfaiteurs qui cherchaient toujours à rester à nous coloniser. Aujourd'hui, avec le général Tchani et son staff, ils ont dit non, ça suffit, trop c'est trop. Et nous sommes avec lui, à 100% tous les IMA du Niger. Et nous avons pris cet engagement avant de sortir de chez lui. Les différents présidents des associations des IMA du Niger ont réaffirmé leur engagement à soutenir et accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement dans la quête de la souveraineté de notre pays. Ils ont également souligné qu'ils continueront les prières en faveur du Niger pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Au Burkina Faso, allons à la rencontre de deux VDP volontaires pour la défense de la patrie. Et on va les nommer Nourou et Doudou. L'un est un homme d'une 50aine d'années et l'autre est une jeune fille d'une 20aine d'années. Les deux se sont engagés pour défendre leur patrie avec l'espoir de mettre fin à la crise sécuritaire. Kadouro Manki et Betibie Nao. Prêts pour défendre la patrie, ces VDP font ici le rassemblement pour une mission de ratissage. Ils avancent en binôme et parmi eux, Nourou et Doudou, deux noms d'emprunt. Nourou est une jeune fille fiancée. Elle a 20 ans et son binôme pour cette mission, Doudou. La cinquantaine bien sonnée, 3 femmes et une dizaine d'enfants. 2 profils différents avec la même passion, celle de défendre la patrie. Au début, tout le monde me disait que tu es devenu VDP, est-ce que ça ne te dérange pas? Je dis non, c'est mon choix. Donc eux-mêmes m'encouragent beaucoup. La famille, ça va. Avec mon fiancé, bon, il m'encourage aussi. À la maison, tout le monde est d'accord pour que je sois VDP, pour qu'on puisse libérer notre beau Burkina. Zone après zone, village après village, nos soldats de la défense de la patrie sont attentifs à tout mouvement suspect. La mission de ratissage se déroule plutôt bien dans cette zone autrefois rouge. Et Nourou et Doudou, tous fiers de contribuer à repousser l'ennemi dans cette partie du Burkina. Au commencement, tout le monde avait peur. Tous les villages étaient peur, mais aujourd'hui, ça va. Celui qui est mon binôme aujourd'hui, c'est comme mon papa. Et puis c'est un dosso. Vous savez que les dossos connaissent beaucoup la bourse et beaucoup de secrets. Il me donne beaucoup de conseils sur le terrain. Mission terminée, nos soldats retournent à la base pour un débriefing qui met fin à la journée d'aujourd'hui. Une journée bien remplie pour Doudou, qui invite la jeunesse à faire sienne cette guerre contre le terrorisme. L'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali et le collectif pour la défense des militaires CDM saluent la position des autorités de la transition relative à l'intrusion des autorités algériennes dans les affaires extérieures du Mali. L'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali apporte son soutien sans réserve aux hautes autorités maliennes et considère qu'il est grand temps que les autorités algériennes cessent de s'immiscer dans les questions qui relèvent de la souveraineté exclusive du Mali.
Quant au collectif pour la défense des militaires CDM, il appelle les peuples de l'AES à rester unis, vigilants et solidaires autour des autorités de la transition. Le CDM rappelle que les forces de défense et de sécurité de l'AES sont capables de protéger les États membres contre toute forme de discrimination. Et partons à Caille, sur la place de l'Indépendance, pour voir les temps forts de la célébration de la Saint-Sylvestre, un événement organisé par le mouvement Ambiko dans le cadre du festival Caille Kumba. Reportage Brahima Dao. Le mouvement Ambiko a respecté la tradition cette année encore à travers l'organisation d'un public show, une activité qui permet à toute la population caïsienne de fêter les nouvel an dans la joie en compagnie de plusieurs stars nationales et internationales. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas mis mon pied à Caille. Et quand je suis venu pour le festival, et Caille a décidé que je reste pour fêter avec eux. Je suis très émue ce soir de passer la fin d'année avec mes frères, mes cousins, mes parents. Le message que j'ai à lancer à la population de Caille, c'est que la marraine Fatmata Batouniane souhaite que la population de Caille soit une population soudée. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer leur patriotisme, leur résilience pendant l'année 2024, qui a été une année qui a connu ses défis et que nous avons pu relever ensemble grâce à la contribution, grâce à l'engagement et à la résilience de tout un chacun. Je souhaite que cette année 2025 puisse être l'année du progrès, une année de paix, de santé, de prospérité, et surtout de stabilité pour notre pays. Rappelons que ce réveillon qui s'inscrit dans le cadre du festival Caille Kumba est à sa 2e édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre constante fidélité que je l'espère sera renouvelée demain également pour la grande édition que j'aurai l'immense plaisir de présenter, Dieu voulant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nos grands-pères disaient que ce que nous faisons aujourd'hui peut améliorer tous nos lendemains. Bonne fin de soirée à tous. Face au récent succès des forces armées maliennes et à la puissance de frappe de leurs vecteurs aériens, les groupes terroristes et leurs soutiens étrangers intensifient leur campagne de désinformation. Une série de publications diffamatoires circulent actuellement sur les réseaux sociaux accompagnées d'images manipulées et souvent sorties de leur contexte. Ces posts accusent injustement les femmes de mener des frappes de drones ayant causé des pertes en vies humaines parmi la population civile et le bétail. Ces allégations totalement infondées ont pour seul objectif de ternir l'image et la réputation de nos forces armées. Autre fait marquant, un message circulant sur les réseaux sociaux prétendant annoncer une subvention de 85 000 francs CFA par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit d'une fausse information orchestrée par des individus malveillants dans le cadre de pratiques de phishing ou de hameçonnage. Ces méthodes d'arnaque cherchent à tromper les destinataires en vue d'obtenir leurs données personnelles ou financières, tout en exploitant l'image du chef de l'État à des fins malveillantes. Restez vigilants et ne partagez en aucun cas ce type de message.